Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo spécifique sur Rust. Donc on va continuer sur la lancée qu'on avait la dernière fois. Pour ce faire, on va utiliser en fait The Rust Programming Language, donc le livre. Vous pouvez le trouver en PDF, vous pouvez aussi le trouver donc en ligne, comme là maintenant. Vous avez jusqu'à taper Rust Book et normalement vous devrez tomber dessus. En tout cas, je ne sais pas si le livre est disponible en français. Mais ici, dans ce cas ici présent, on va pouvoir l'explorer. Donc il est en anglais, mais mes explications sont en français. Et donc je pourrais à la fois voir en fait les éléments qu'il y a dans le livre, donc j'avais déjà lu. Et en plus de cela, en fait, ajouter quelques éléments donc, qui sont un peu plus propres à mon expérience. Donc sans plus tarder, commençons. Je pense que vous vous souvenez la dernière fois, dans la dernière vidéo, donc on avait vu un petit peu les variables et la mutabilité. Donc là, on va pouvoir revenir dessus. Pour ce faire, on va faire un cargo new app, comme ça. On va faire cd app, cd src, et ensuite, normalement, on devrait avoir un main.rs. Alors ici, on va commencer simple. On va enlever peut-être le print ici. On va faire un let a est égal à 32 est égal à 7. Ici, ce qu'on peut faire après, c'est aussi afficher ça. Alors là, ce que nous avons, c'est que nous avons créé une variable qui s'appelle a et qui prend la valeur 7. Donc si je lance le programme, vous voyez que ici j'ai 7. Après, ce qu'il y a de cool avec Rust, c'est qu'il fait partie aussi de ces langages modernes justement où en fait le type peut être inféré. Ça veut dire que si j'enlève maintenant le i32, alors le programme marche quand même parce que Rust est capable de savoir en fait quel type utiliser à quel moment. Il faut savoir que ce n'est pas un langage dynamiquement typé mais statiquement typé. On avait aussi vu la dernière fois qu'en fait on est en mesure aussi de voir que les variables sont immutables. Donc si je fais a est égal à a plus 1 comme par exemple, alors à ce niveau là donc on risque d'avoir une erreur. Donc mon linter me dit ça, mais aussi ici j'essaie d'exécuter le code avec run. Si j'y arrive, voilà. Alors vous voyez qu'il va me lancer une erreur. Il va me proposer en fait comme solution de pouvoir en fait rendre la variable mutable. Donc ici, attendez, je reviens dessus. Pour ce faire, on va juste faire un mut a. Et donc normalement le problème est éclipsé. Donc c'est ce que j'aime dans Rust, c'est qu'en fait il a un comportement par défaut qui lui est implicite, mais la majorité du temps Rust est explicite. Donc si on fait quelque chose, on va pouvoir le voir de façon explicite. L'avantage, c'est que voilà, donc toute l'information, toute la documentation se trouve dans le code. Donc vous verrez que c'est vraiment pratique, mais un des défauts, c'est que Rust peut aussi paraître un peu verbeux selon en fait ce qu'on essaie de faire. Donc je peux dire aussi, si peut-être votre code semble un petit peu trop verbeux ou un peu trop complexe, c'est qu'il peut y avoir de meilleures façons de le faire, ou c'est juste parce que Rust n'est pas extrêmement bon dans le domaine ou dans l'application qu'on veut, mettre en place en fait. Donc Rust peut aussi avoir ses quelques limites syntaxiques, donc il peut tout faire, mais syntaxiquement il peut avoir quelques éléments qui peuvent paraître lourds. Donc la mutabilité est secondaire, mais c'est parce qu'en fait il y a toujours de meilleurs moyens de pouvoir faire ça. Ici, dans le cas ici présent, en fait, le but est d'éviter le plus possible la mutabilité, sauf peut-être à certains cas où ça a l'air vraiment nécessaire ou obligatoire. Mais sinon, vous pouvez utiliser en fait le let à nouveau, donc comme par exemple, on peut faire a est égal à a plus 1. Et donc en fait, ici, on va retomber sur la même chose, mais sauf que là, nous avons une redéfinition qui est ici. Donc l'avantage que nous avons en fait avec ce type de définition, c'est qu'en fait, a va rester en fait immutable. Donc ici, on fait une sorte de shadowing. Donc a prend une nouvelle valeur, mais pourtant ici en fait, ce qu'il y a de vraiment pratique, c'est qu'ensuite a restera quand même immutable. Donc peut-être les rares fois où on a vraiment besoin de réutiliser un nom de variable,
on aura quand même toujours la possibilité en fait de le rendre immutable par la suite et de le garder immutable, sauf peut-être à 2-3 moments. Aussi, vous pouvez voir le shadowing marche aussi dans le cas où je fais notamment un scope. Donc ça, vous n'avez pas exactement besoin de comprendre ce que je fais. Il faut imaginer ça comme une sorte même de fonction qui se met par ici. Et donc en fait, si je regarde la valeur de A ici, vous allez voir que A va apparaître comme 8, puis comme 7. C'est parce que en fait, dans le scope parent, ou donc ici dans ce domaine, il vaut 7, mais à l'intérieur de ce bloc, ça peut être un for, ça peut être une loop aussi. En fait, la valeur de A prend cette valeur, donc il prend la valeur 8, et à partir de là, donc ce A là est juste caché, mais existe toujours. Alors que ici, justement, ce A va prendre la valeur 8, on va printer 8, et puis après on va printer 7, parce que en sortant du scope, c'est l'une des règles de Rust qui permet justement de pouvoir éviter le garbage collector ou le ramasse-miettes, c'est de pouvoir en fait arriver ici à ce point-là et supprimer toutes les variables qui ont été définies dans ce bloc. Donc le mieux est de prioriser plus souvent des lets plutôt que prioriser la mutabilité. Et vous verrez qu'en fait, on a plusieurs transformations qui nous permettent d'éviter aussi de créer des variables intermédiaires. En plus de ça, donc, nous avons aussi le mot-clé const. Donc la différence avec le let, qui définit donc des valeurs immutables, la constante va aussi créer des valeurs immutables, mais ce sont des valeurs donc, qui pourront être accessibles assez loin, donc surtout lorsque finalement on les définit comme par exemple au-dessus. Je vous montrerai tout à l'heure, mais const demande souvent qu'on mette le nom de variable totalement majuscule, mais il faut aussi faire attention à toujours en fait spécifier le type. Donc là, il n'y aura pas d'inférence de type qui doit être fait parce qu'on doit être sûr de la valeur de la constante. Et donc en fait, on ne pouvait pas faire ça avec un let, comme par exemple, donc let a est égal à 7. Ça, c'est pas possible, mais une constante, on peut faire de même. Donc les constantes ont encore d'autres avantages, mais on va s'arrêter à là pour leur définition. Donc sachez que les constantes sont vraiment pratiques et elles sont toujours immutables. Donc je ne suis pas pour les variables globales qui sont accessibles un peu partout, mais parfois ça peut vraiment être un avantage d'avoir ça. Après les variables viennent les types de données. Donc ici, Rust a plusieurs types de données, donc vous en êtes rendu compte. Peut-être pour les utilisateurs qui ont déjà travaillé avec, comme par exemple Python, vous savez que vous avez comme par exemple les chaînes de caractères, vous avez peut-être les nombres, vous avez peut-être les listes. Bon, ça, ce sont plutôt des structures de données. Mais donc dans Rust, il y en a aussi plusieurs. Donc pour les utilisateurs de C, vous en avez aussi pas mal. Ce sont des int, je crois que vous avez aussi des long int, des choses dans le genre, ou même des chars. Mais Rust, j'apprécie beaucoup ces types de données parce que je les trouve vraiment propres et concis. Donc ici, nous pouvons voir comme par exemple les valeurs. Donc nous avons les signés. Donc c'est I8, I16, I32, I64, I128. Donc on voit vraiment la taille que prennent chaque variable définie donc dans ces types. Et donc vous pouvez aussi avoir les versions non signées. Donc pour moi, je trouve que c'est vraiment des variables assez propres, des types assez propres définis donc dans des valeurs assez propres. Après ici, nous avons aussi d'autres façons en fait de pouvoir représenter les nombres. Donc vous pouvez mettre comme par exemple un underscore, vous pouvez faire une représentation hexadécimale, octale, binaire aussi. Donc ça aussi c'est pas interdit, aussi sous la forme de bytes. Donc Rust permet aussi quand même pas mal de choses sympas à ce niveau. Et ensuite vous pouvez aussi avoir des types flottants, donc ça va un petit peu dans le même style que les entiers. Donc vous pouvez avoir justement des i32 et tout. Je vais juste zoomer un petit peu pour que ce soit un peu plus facile à lire. Ensuite, vous avez les opérations numériques. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'entrer trop en détail. En sachant que Rust, normalement, est souvent votre second langage, je veux dire, pas premier. Donc sachant que Rust est votre second langage. Et ici, donc, vous pouvez avoir les chaînes de caractères. Donc imaginez seulement que nous avons ça. Nous avons plusieurs façons de représenter les chaînes de caractères dans Rust. Mais prenez simplement des type chaîne littérale, ce sera plus facile.
Après nous avons les compound types, mais j'appelle ça plutôt les structures de données. Donc ce sont des choses qui vont vous permettre de pouvoir regrouper plusieurs données ensemble. Donc nous avons les tuples, qui vont nous permettre d'avoir plusieurs valeurs, hein. Donc ce qu'il y a de cool avec les tuples, c'est que vous pouvez avoir en fait vraiment différents types. Donc ici c'est un i32, c'est un f64, ici c'est un i8. Donc c'est défini comme ça. Donc les tuples sont vraiment pratiques à ce niveau. Après, ce que vous pouvez avoir avec les tuples aussi, c'est les listes, ou plutôt donc les tableaux. Donc un tableau peut aussi se définir de cette façon-là. Donc on met juste des crochets et ensuite on met les valeurs qu'on veut. Donc ils doivent toujours tous être du même type. Vous voyez la définition ici. Une autre particularité, c'est que ces arrays ont toujours une longueur fixe et déterminée. Donc vous verrez qu'en fait la plupart des types que vous définissez, ou la plupart des choses que vous définissez dans Rust, non, si ce n'est tous, en fait Rust doit toujours connaître leur taille au moment de la compilation. Donc ça fait aussi partie de ces règles un peu strictes qu'il doit avoir. Donc souvent vous aurez à mettre en fait cette représentation. Bon, vous l'avez vu, hein, ici vous n'êtes pas obligé de le noter parce que donc il peut y avoir l'inférence de type, mais souvent en fait vous pouvez avoir à noter ça. Vous avez aussi d'autres éléments comme les vecteurs qui vont vous permettre d'avoir en fait une représentation sans avoir à connaître la longueur exacte de la chose. Donc voilà, ça c'est un des types qu'on peut utiliser, hein. Donc on va plutôt s'intéresser aux arrays, hein. Donc si on fait let, un autre a, ça si je fais comme par exemple 1, 2, 3, 4. Donc ici je peux tenter de l'afficher comme ça. Donc là nous voyons 1, 2, 3, 4 qui apparaît simplement. Alors une autre chose qui doit être vue, c'est que en fait on peut accéder aussi à des valeurs, donc simplement en faisant juste comme ça, comme par exemple le premier élément qui est juste 1. Donc on peut aussi avoir accès de cette façon là. Donc c'est assez simple de travailler avec ça. Ce qui est de cool, voilà, c'est que en fait on doit faire attention à, parce que Rust dit qu'il est assez sûr et assez safe, mais par exemple ici je fais un accès un peu interdit sur un tableau de cette façon là et donc normalement ça va retourner une erreur. Voilà, donc qui montre que là on est en dehors du scope demandé, donc ça peut aussi être repéré avant la compilation. Donc mon linter ne l'a pas repéré en avance, mais Rust peut le savoir lorsque on fait un accès un peu interdit. Dans la dernière vidéo, on avait aussi parlé des structures et des enums, mais là-dedans, en fait, il n'y a pas, parce que là, on traite vraiment des éléments basiques qui se trouvent normalement dans la plupart des langages. Donc actuellement, on peut passer directement aux fonctions. Alors, les fonctions, je pense qu'il n'y a pas énormément à dire dessus, en fait. Ouais, je pense que les fonctions, il n'y a pas énormément à dire dessus. Il suffit juste de faire un fn, ensuite le nom de la fonction, comme par exemple juste faire add. On va prendre a qui est de type i32 et b qui est de type aussi i32. Vous verrez que souvent le type i32 est pas mal utilisé. Ensuite on va retourner un i32 aussi, parce que c'est juste une addition, donc on va faire return a plus b. Et ensuite je pense qu'il faudra juste mettre le truc comme ça. Donc ici il va se plaindre parce que add n'est jamais utilisé, donc on va faire let a est égal à add 2 et 3, comme ça 2 plus 3, ici ça va donner 5, donc on va juste retourner a est égal à 5. Voilà. Alors une chose aussi importante à savoir à ce niveau, c'est juste que en fait nous avons la possibilité de pouvoir retourner en fait les choses de cette façon là. Donc ça c'est une des choses que j'aime beaucoup dans Rust, c'est qu'il a vraiment pris pas mal de choses intéressantes de la programmation fonctionnelle, et en fait on peut traiter les choses sous la forme de expression. Donc une expression, ça retournera toujours quelque chose. Même une fonction, ça devra toujours retourner quelque chose. Parfois ce sera un élément dont je parlerai tout à l'heure.
C'est-à-dire que vous pourrez en fait avoir un retour vide comme ça. C'est équivalent à créer une fonction qui ne retourne rien. Bon, après ici, je vais remettre ça parce que Rust risque de se plaindre. Et voilà, après donc on a vraiment le moyen de créer des trucs un peu plus simplifiés comme ça. Hein. Donc après vous avez la possibilité de créer des fonctions lambda, hein, comme par exemple avec const. Vous vous souvenez, on avait fait ça. Donc add. Là alors il va falloir forcément spécifier le type. Donc il faudra faire un fn qui va prendre un i32. i32. Donc ici vous n'avez pas besoin d'afficher les variables. Ensuite i32. Et à partir de là en fait vous pouvez faire un égal. Et là on va prendre a b. Et on peut faire justement a plus b. Donc ça aussi c'est possible de faire un one-liner. Donc ici je vais mettre add 2 parce que ça a déjà été défini en haut. Ou add 1 aussi, ça peut le faire. Et ensuite mettre un point virgule à la fin. Donc les deux fonctionnent tout autant. Donc je vais faire un let b. On va mettre add 1 comme ça. Et donc il va m'envoyer quelques warnings parce que je n'utilise pas non plus add 1. Ou peut-être je print pas b. Donc on va juste faire ça. Et voilà, comme vous le voyez, donc les deux fonctionnent. Alors un exemple d'application d'une fonction, donc là c'est une fonction qui semble ne rien retourner. Et pourtant j'ai le droit de créer une variable et de prendre un élément en retour là-dedans. En fait si vous regardez, ça va juste être en fait une sorte de type bottom, c'est-à-dire qu'en fait ça veut rien dire. Ou non c'est juste ça veut dire rien. La fonction n'a rien retourné à ce niveau-là. Donc c'est l'une des choses qui peut être utilisée à ce niveau, mais voilà, donc vous verrez dans la signature, la définition d'une fonction que vous n'aurez pas besoin en fait de prendre ou de récupérer des valeurs là-dessus. Après il y a encore d'autres éléments qui peuvent être assez cool, surtout donc les valeurs nulles qui vont être gérées avec des enums, mais ça on verra ça dans une autre fois, une autre vidéo. C'est quelque chose de plus spécifique à Rust. Après au niveau des commentaires, je pense que tout le monde sait. Donc pour les personnes qui ont déjà travaillé avec des langages du même style que C, C++, Java, C#, ben vous avez en fait l'étoile, donc le slash étoile qui va prendre tout un bloc de code donc, entre ces deux éléments et qui va en fait mettre en commentaire. Et vous avez aussi le double slash qui pourra mettre une ligne en commentaire. Une autre partie intéressante dans Rust, c'est ce qui concerne le control flow. Donc c'est comme avec la plupart des autres langages, vous pouvez utiliser comme par exemple les expressions if. Par exemple, je pourrais mettre let a est égal à 7. On va mettre if a est égal à 7. Donc si vous êtes habitué à des langages comme C ou Java, ben, vous serez poussé à mettre une parenthèse, mais en fait il ne faut pas mettre de parenthèse, ou Rust va plutôt nous recommander de ne pas en mettre. Donc si on fait un print correct, on va mettre juste. Et ensuite on peut aussi faire un else pour dire print et on va mettre faux si c'est pas le cas. Donc ici vu que c'est égal à 7, ça va retourner juste, mais si c'était une autre valeur comme 8, alors ça va retourner faux. Donc voilà, nous avons les if et else classiques. Donc nous avons les if et else classiques. Un autre point important dans Rust, comparé à certains langages, justement, ben, il faut forcément mettre des valeurs ou des expressions, parce que lorsque on fait un test comme ça, c'est une expression qui renvoie une valeur booléenne, donc vrai ou faux, et donc en fait il faut que ce soit toujours vrai ou faux. Donc il faut toujours que ça retourne une valeur booléenne pour que ça fonctionne. Parce que si, comme par exemple, à la place de mettre simplement cette expression qui retourne vrai ou faux, on met simplement un nombre. Alors, vous voyez donc déjà mon linter ou mon LSP me dit qu'il y a un problème, hein, et aussi on montre que nous avons un problème de type. Ici on attend un booléen mais on a retourné un nombre. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas permis. Donc vous verrez que dans Rust c'est aussi un point très important, parce que vous verrez que les types vont vous permettre de pouvoir avoir des protections sur les actions que vous voulez ou que vous voulez pas faire. Donc vraiment d'avoir un code vraiment sûr.
Mais voilà, donc c'est vrai que c'est toute une histoire. J'ai envie aussi de parler justement de la théorie des types, parce que c'est vraiment l'un des points par lesquels en fait on peut comprendre vraiment la puissance des langages statiquement typés et à quel point en fait ce sont des alliés ou des outils vraiment très puissants. Aussi dans Rust, il n'y a pas de ternary operator, donc je pense que pour les personnes qui savent un peu à quoi ça ressemble, hein, qui ont déjà testé, parce qu'en fait, comme je l'ai dit dans Rust, en fait, la plupart des éléments sont des expressions. Donc en fait, if aussi est une expression. Si je fais comme par exemple if, on va mettre comme par exemple a est supérieur à 5, alors on va retourner comme par exemple 5. Else, on va retourner comme par exemple 0. Donc ici, vous voyez, c'est juste un simple if else que j'ai simplement mis sur une seule ligne. On peut faire un let b comme par exemple est égal à tout ça. On peut faire un let a comme par exemple on va dire que a est égal à 7. Et ensuite, on va afficher le résultat de b ici. Et voilà, nous voyons que b est égal à 5 parce que b est 7, donc supérieur à 5. Et si je mets comme par exemple que b est 2, ça me retourne 0. Et donc aussi, rien ne m'empêche, comme par exemple, de représenter ça sur plusieurs lignes. On va prendre ça comme ça aussi. Ensuite mettre le else ici, qui va retourner ça. Et le 0, on va aussi pouvoir le mettre comme ça. Donc dans ce cas de figure, il faudra mettre un point virgule à la fin. Parce que cette expression-là donc doit être transformée en une sorte de statement, de déclaration, vu que ça va dans le let. Donc là aussi, on obtient le même résultat. Donc voilà, si vous cherchez les ternary operators, en fait, les if, else de Rust font déjà ce travail. Bon, là, je ne vous montrerai pas vraiment en détail, mais vous pouvez utiliser aussi plusieurs if et else if qui existent dedans. Donc, un élément assez cool. Mais voilà, après, j'ai hâte de pouvoir en fait arriver. Donc, comme j'ai dit ici, on peut l'utiliser en tant que ternary operator. Donc, j'ai hâte justement de pouvoir arriver à la partie en fait où on va faire du pattern matching. Donc, je pense que c'est mieux de continuer à suivre les éléments point par point. Mais le pattern matching est l'un des éléments que je trouve le plus cool à ce niveau-là. Donc, à savoir qu'aussi, il faut faire attention ici parce que ce code-là, comme par exemple, a un problème. Parce qu'on fait les conditions, mais sauf que là, on met 5 et 6. Cette fois-ci, donc 6 sous forme de texte. Donc, on va juste mettre ça là. Et vous allez voir qu'en fait, ici, il va nous renvoyer une erreur parce que if, il faut vraiment le considérer comme une fonction. Donc, si ça ressemblerait à une fonction, ce serait fn if, qui va prendre une condition ici, condition qui va être de type booléen, qui va prendre aussi après une expression 1, donc on va mettre E1 comme par exemple, qui va être d'un type A, donc ici on va mettre comme par exemple int, parce qu'on pourrait utiliser les génériques, mais là on n'est pas encore là, et un type 2, qui est aussi un i32, donc je sais pas pourquoi j'ai mis int, mais on va mettre i32, donc disons que j'ai jamais fait cette faute ou cette bêtise. Et donc en fait, qui va retourner l'une des deux expressions, donc i32. Ici en fait, je vous donne un petit conseil ou un petit tips. Donc en fait, vous pouvez aussi utiliser le mot-clé to do à l'intérieur d'une fonction, ce qui fait que en fait, vous n'avez rien défini à l'intérieur, mais que Rust ne va pas vous crier dessus. Bon, ici, il va crier parce que en fait, if existe déjà, c'est le mot-clé. Mais vous voyez, ici, ça ressemblerait plutôt à ça. C'est pour ça que ici, il faudra toujours faire en sorte à ce que les types soient les mêmes. Donc définir les choses comme ça. Donc c'est comme ça qu'on peut assurer vraiment de la sécurité au niveau des types. Un autre truc cool que je trouve intéressant dans Rust, c'est qu'en fait ils ont aussi la moyen de faire des boucles répétitifs en utilisant le mot-clé loop. Donc en fait ce qu'il y a de sympa avec, c'est que il va directement en fait tourner en boucle sans s'arrêter. Donc si je fais comme par exemple print
Ensuite, oui, data, comme ça, et que je lance. Vous voyez que là, il est en train de lancer ça et en continu. Donc si je fais un CTRL-C, bon, après ici dans mon cas, ça s'arrête pas comme ça. Donc, je peux quitter, ou simplement en fait faire ça. Donc ici, vous pouvez voir donc qu'il va continuer à tourner en boucle jusqu'à ce qu'on puisse utiliser quelque chose pour le faire sortir. Souvent, ce sera juste un break. Donc si vous utilisez break, donc il va juste l'envoyer qu'une seule fois, il va sortir de la boucle. Parce que vous verrez qu'en fait, dans pas mal de langages, vous avez l'élément boucle while. Ensuite, souvent, on va faire while true pour en fait faire tourner la chose. Donc ici, c'est un peu dans le même style. Donc vous avez ça qui apparaît par là. Donc c'est plutôt mieux recommandé. Donc si vous savez que vous allez faire une boucle jusqu'à ce qu'une condition vous fasse sortir, vous pouvez utiliser le mot-clé loop. C'est plus simple, plus pratique, plus propre. Donc vous verrez aussi que vous avez ça comme par exemple. Donc plusieurs exemples qui vont vous permettre de pouvoir créer une boucle et sortir de la boucle selon les conditions que vous voyez. Donc voilà. Ici, vous pouvez utiliser aussi des boucles conditionnelles avec while. Cette fois-ci, donc c'est un cas plus général. Donc c'est-à-dire que là, on peut mettre while. Et ensuite, on va pouvoir mettre une condition. Donc ici, je pense que c'est pour ça que Rust m'a un peu hurlé dessus. C'est que vous pouvez faire ça en fait, while true. Donc ça marche aussi. Mais ici, ils vont me recommander d'utiliser en fait une boucle infinie avec loop, par exemple. Donc c'est ce que j'aime bien. Le compilateur de Rust est réellement intelligent. Bon, une certaine intelligence, hein, parce que je sais que aussi pour certains cas, il ne trouve pas exactement ce qu'on veut faire, parce que parfois ça peut être des fonctions un peu avancées. Donc voilà. Après, vous avez d'autres éléments, parce que vous pouvez aussi faire le tour d'une collection avec la boucle while. Bon, j'avais pas beaucoup dedans parce que j'aime pas tellement la boucle while, mais vous pouvez aussi le faire avec une boucle for. Nous avons par exemple ici une liste de plusieurs éléments, 10, 20, 30, 40, 50. Et à la place de créer une boucle while et essayer d'avoir un accès dans chaque élément, en fait vous pouvez faire un for element in a. Donc c'est à dire qu'on va regarder chaque élément un à un. Et donc si j'exécute le code, on peut voir en fait qu'il exécute value is 10, 20, 30, 40, 50, donc 10, 20, 30, 40, 50. Donc voilà, la boucle for est aussi assez cool parce qu'elle peut nous permettre de pouvoir itérer donc dans une collection d'éléments. Voilà, donc c'était à peu près tout pour les éléments de base qu'on peut trouver dans le langage Rust. Donc ici, c'est vraiment des choses qu'on peut trouver dans d'autres langages. Après, on va aller dans des éléments beaucoup plus spécifiques de Rust. Donc on pourra regarder comme par exemple le chapitre 4, qui est le chapitre sur l'ownership. Essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne et pourquoi en fait on n'a pas besoin d'avoir un ramasse-miettes ou un garbage collector, parce que vraiment c'est des règles un peu particulières, mais qui nous permettent finalement d'avoir à la fois de la vitesse. Donc le programme va tourner beaucoup plus vite qu'avec un ramasse-miettes, mais en plus de cela, de la sûreté, parce qu'on reste quand même capable de pouvoir gérer la mémoire sans faire de cas problématiques. Et vous verrez que même parfois, Rust est beaucoup plus sûr ou permet d'écrire des programmes beaucoup plus sûrs que d'autres langages qui sont un peu plus haut niveau comme Python ou Java ou autre. Donc vraiment, l'ownership, si vous comprenez ne serait-ce qu'un peu comment ça fonctionne, vous verrez que vous serez déjà en mesure d'être plus à l'aise lorsque vous codez, parce que je suis sûr que peut-être que vous rencontrez quelques problèmes lorsque vous essayez de coder. Bon, si vous êtes peut-être en train de débuter, que vous essayez dans Rust. Et si donc j'essaierai de faire en sorte à ce que ce soit compréhensible pour la prochaine fois. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez peut-être des commentaires, des suggestions, des tips, tout ce que vous voulez, en fait, n'hésitez pas donc à le mettre dans la section commentaires juste en dessous. Si c'est votre première fois aussi sur la chaîne, donc on rappelle, vous pouvez justement participer en likant, en vous abonnant, en partageant. Bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de pouvoir aller dans notre Discord si peut-être vous avez des questions un peu plus particulières, privées,
et que vous vouliez donner donc à propos du groupe WeData, donc nous avons aussi ça de disponible. Normalement on devrait le poser en dessous aussi. Donc j'espère que cette vidéo a été pour vous. On se verra la prochaine fois, donc d'ici là que Dieu vous bénisse.